Le 10 mai 40, à 7h30 du matin, je me lève pour aller à l'école, à l'Athénée. Je suis étudiant à l'Athénée à Mons. On entend à la radio, à 7h du matin, 7h, 7h30, on entend qu'on annonce les Allemands ont envahi la Belgique. Les mouvements de résistance qui démarrent en 1940 et qui démarrent doucement, hein, ça démarre d'abord par des officiers de l'armée belge qui sont libres et qui s'organisent, qui vont créer ce qu'on a appelé l'armée blanche et puis l'armée secrète. Mais nous, qui n'avons pas été militaires et qui sommes très jeunes, il n'est pas question d'envisager là. Alors on attend, on cherche, on regarde. En 1941, c'est à ce moment-là, en octobre 1941, que j'étais toujours étudiant, que j'ai pu adhérer à la résistance. Hein. Alors, j'ai continué à l'Athénée pendant encore 1 an, et puis après 1 an, j'ai quitté l'école. Au moment où je suis passé dans la clandestinité, j'avais été convoqué donc, pour le service du travail obligatoire en Allemagne, et là, je devais participer à l'action qui était menée par les camarades, et notamment à distribuer, diffuser les journaux clandestins qui nous arrivaient de Bruxelles en mai 1943. Et je vais à Dinant pour rejoindre le maquis de l'armée belge des partisans à Dinant. Et puis, après 8 jours, on me dit, écoute, c'est trop dangereux d'attendre ici, retourne au Borinage d'où tu viens, là, tu attends, on te rappellera. Et le lendemain matin, la Gestapo arrive de Bruxelles nous prendre au lever du jour à 5h du matin. On nous conduit au 347 avenue Louise, à Bruxelles, le siège de la Gestapo, et nous allons passer 2 ou 3 jours là d'interrogatoire musclé, comme on dit, à ce moment-là. Et puis après, après ces interrogatoires où nous ne sommes pas brillants ni les uns ni les autres, nous sommes menés à la prison de Saint-Gilles, où nous allons passer 3 mois à la prison de Saint-Gilles. On vient nous chercher les uns après les autres, à plusieurs reprises, pour reprendre des interrogatoires à l'avenue Louise. Et c'est ainsi qu'un jour, la dernière interrogatoire que je vais, quand je rentre à la prison, je suis méconnaissable. J'ai une tête comme ça. J'ai un tympan perforé, je n'entends plus, je suis sourd. Et je reste dans un état plus ou moins comateux pendant 2 ou 3 jours, sans manger, sans rien. Et puis après, le naturel a repris le dessus. Avant notre arrestation, nous savions qu'il y avait des camps de concentration, qu'il y avait Brendonk. Tout ça, on savait. Dans les journaux clandestins, on nous le disait, on nous le répétait. Alors, il y a des gens qui ne le savaient pas, bien sûr, c'est possible, parce qu'ils ne voulaient pas le savoir, et puis c'est tout. Et parce que, peut-être ne se sent-il pas concernés et ne lisaient-ils pas les journaux clandestins. Ceux qui ont été arrêtés en tant que prisonniers politiques ont été, pour la plupart, ou bien ils étaient jugés en Belgique et exécutés, ou bien alors ils étaient envoyés en Allemagne. Bon. À partir de ce moment, en 1941, est sorti le fameux décret Keitel, qui est donc le décret Nacht und Nebel, qui implique que tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles, socialement, contre le Grand Reich, doivent être condamnés et exécutés rapidement dans le pays occupé. Si les tribunaux d'exception ne sont pas en mesure de les exécuter rapidement,
alors il faut les envoyer en Allemagne dans le cadre du décret Kettel, c'est-à-dire Nacht und Nebel. Il faut d'abord savoir comment ça se passe quand on arrive dans une baraque. Tu sais, c'était par petits groupes qu'on arrivait. Hein? Nous autres, nous avons été introduits à 12. Nous étions 15 à l'arrivée à Esterwegen. Il y en a 3 qui étaient dans une baraque et les 12 autres dans une autre baraque. Bon. Et quand on est arrivé dans la baraque, la première chose que l'on fait, arrivant, il y a énormément de prisonniers qui sont là autour, puisqu'on était entre 100 et 140 en permanence dans cette baraque, donc en promiscuité très grande. Eh bien, on rentre et on regarde autour de soi s'il n'y a pas quelqu'un qu'on connaît. Et ceux qui sont dans la baraque, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils regardent les quelques-uns qui arrivent, est-ce qu'il n'y en a pas un ou l'autre qu'on connaît bien? La première chose que je vois, ce sont des borains qui s'approchent et qui viennent nous accueillir. Mais parmi nous, il y a Jean Lagneau. Jean Lagneau, c'est un journaliste. Et au moment où il entre dans la baraque, le premier qui l'accueille, parce qu'il le connaît bien, c'est Luc Sommerhausen. Jean Lagneau va rejoindre Luc Sommerhausen, qui est son ami de longue date. Luc Sommerhausen a d'ailleurs tout pour plaire hein, pour les Allemands. Il est juif, résistant bien sûr, franc-maçon et communiste. Ah, il ne manque rien grand-chose pour avoir toute la liste. Et voilà donc, Jean Lagneau est accueilli par Luc Sommerhausen, et Luc Sommerhausen présente à Jean Lagneau les autres francs-maçons qui sont là avec lui, et il ne se cache pas d'être franc-maçon parce que Jean Lagneau sait très bien que Luc Sommerhausen est un franc-maçon. C'est ainsi que dès notre arrivée, nous savons qu'il s'agit de francs-maçons, qui ne se cachent pas du tout. Il y a le juge Janson on sait bien qu'il est franc-maçon, le juge Janson, parce qu'il a été condamné comme tel. Hein, et bon. Alors tout ça fait que directement, nous sommes en rapport avec eux et que nous nous installons à côté d'eux. Mais il se fait que ces francs-maçons, certains d'entre eux sont déjà là. Alors, la plupart d'entre eux, sauf Luc Sommerhausen, les 4 autres, sont déjà là depuis le mois de mai. Et nous sommes en novembre. Et ils sont déjà terriblement amaigris. Et c'est ainsi que Franz Rochat, qui est là, est vraiment dans un état pitoyable, pas brillant. Et Joseph Berman, qui est un des membres de notre groupe, et qui a 1 an ou 2 en plus que moi. Joseph a 21, 22 ans à ce moment-là. Joseph Berman va s'installer à côté de Franz Rochat. Et très vite, il va y avoir une affection, une amitié qui va se créer. Et Joseph Berman va aider Franz Rochat en allant chercher sa gamelle, parce qu'il marche péniblement, il est tellement affaibli qu'il est très mal au point. Et il aide Franz Rochat, mais Franz Rochat en même temps le prend un petit peu paternellement sous sa protection, si tu veux. Il y a une relation qui s'installe entre les francs-maçons et les autres, et tous ceux qui sont là. Quand j'ai commencé mes recherches sur la Louve Liberté Chérie, à un moment donné, j'avais comme élément de base au départ la liste donnée par Luc Sommerhausen et par Fernand Hérault des francs-maçons qui avaient créé la loge. Les francs-maçons, moi je ne savais rien, mais alors absolument rien des francs-maçons quand je suis arrivé au camp là-bas. Pour moi, tu sais, je vivais dans la région du Borinage où c'était un désert maçonnique, hein, à cette période-là. Il y avait très peu de francs-maçons dans la région du Borinage. Maisons industrielles, de misère et tout ce que tu veux.
Alors, quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit que c'était des francs-maçons. Pour moi, ça n'avait qu'une seule signification. Je savais que les Allemands, que les nazis, avaient mené des campagnes contre les judéo-bolcheviques, contre les judéo-communistes et contre les judéo-maçonniques. Je ne t'ai pas parlé de judéo-chrétiens. Hein? Ça, il n'y a pas eu de campagne semblable. Et la campagne contre les francs-maçons, elle s'est portée notamment dans les destructions dans les temples et par l'interdiction totale et absolue de faire des réunions maçonniques.